Il est 19 heures, mesdames, messieurs. Bonjour à tous et à toutes pour une nouvelle séance du Conseil municipal en ce 30 septembre 2025. Il n'y aura pas de mot d'introductif aujourd'hui. Et je vais, sans attendre, laisser la parole à monsieur Léonard Kézik. Il faudra corriger ça tout à l'heure. Pour faire l'appel, Vladimir, c'est à vous. Merci beaucoup, monsieur le maire. Bonsoir à tous. Je vais procéder à l'appel. Monsieur Sébastien Brognard. Présent. Monsieur Michel Sass. Madame Christelle Galland. Monsieur Jean-Philippe Prouveau. Pouvoir. Madame Aurélie Droulers. Monsieur Cédric Lecourt. Monsieur Laurent Witterbeck. Madame Evelyne Notbar. Madame Gwendoline Spotbin. Monsieur Alain Stanikevitch. Madame Gisèle Elbout. Madame Danielle Chuffard-Lepé. Monsieur Jean-Michel Barbary. Monsieur Michel Mesmac. Madame Véronique Orman. Madame Isabelle Tiberghien. Monsieur Louis Lutin. Monsieur Bruno Six. Madame Véronique Derosier. Madame Stéphanie Delot. Monsieur Romain Tanis. Monsieur Stéphane Lahaye. Madame Paty Roqueta. Monsieur Marc Pureur. Moi-même. Monsieur René Debergue. Madame Dorothée Germain. Monsieur Georges Padavecchia. Monsieur Olivier Muté. Monsieur Tony Dossi. Madame Chantal Defrance. Madame Michèle Vanout. Présente. Monsieur Jean Snowart. Merci, monsieur Léonard Zik. Madame Van Kortenbosch me dit que nous avons le quorum. Nous allons pouvoir débuter notre conseil municipal par approuver le PV du conseil municipal précédent, donc celui du 1er juillet 2025. Vous l'avez tous et toutes lu. Y a-t-il des remarques particulières? Aucune remarque. Je considère ce PV comme adopté. Et nous allons passer à la première délibération. Monsieur Sass, la parole est à vous sur l'ajustement de l'état du personnel. Alors voici une délibération qu'on passe très souvent. Donc il y a 2 agents qui nous ont quittés, donc il faut les remplacer. Et compte tenu de leur profil, donc on a dû créer des postes qui n'existaient pas. Un éducateur de jeunes enfants de classe exceptionnelle, ça nous en avions déjà créé un, mais ça sera un 2e. Et un poste de gardien brigadier de police municipale. Y a-t-il des questions, des remarques sur cette délibération? Je vais la mettre au vote. Qui est pour? Personne n'écoute. Qui s'abstient? À l'unanimité. Merci. Alors, monsieur Sass, toujours à vous. Une délibération également que nous prenons tous les ans. Pour le service civique, vous savez que le CIVOM est partenaire pour cet emploi pour les jeunes qui recherchent un emploi, mais qui cherchent aussi leur voie. Donc, une nouvelle session sera organisée donc pour 9 mois. Et là, cette année, ça sera donc 8 mois exceptionnellement.
Vous avez donc la participation financière du CIVOM, la nôtre. Habituellement, nous prenons toujours un jeune. L'année passée, nous n'avons pas trouvé chaussure à notre pied, mais je pense que cette année, on a des chances de trouver quelqu'un. A-t-il des questions, des remarques sur cette délibération? Qui est contre? Qui s'abstient? Merci. La délibération suivante est toujours portée par M. Sass et va concerner des délibérations modificatives. Donc tout d'abord, une modification de la DM numéro 1 que nous avons votée ensemble le 1er juillet. Alors, je suis désolé, mais on avait donc vu cette délibération en commission, les chiffres étaient bons, et sur la délibération qui a été présentée au conseil municipal, les 44 centimes du chapitre 23 et du chapitre 21 avaient disparu. Donc la préfecture, bien sûr, nous a demandé de repasser cette délibération, puisque le total était faux au niveau des dépenses de fonctionnement et faux au niveau des recettes d'investissement. Il manquait donc 44 centimes. Y a-t-il des remarques? La précision de l'État est importante. Qui est contre? Qui s'abstient? Merci. Deuxième délibération modificative, M. Sass. Donc ça, c'est la numéro 2, donc, qui, pour pallier à quelques ajustements. Donc tout d'abord, au chapitre 11, c'est une délibération que l'on verra par la suite aussi avec les autorisations d'engagement et crédits de paiement. Puisque les 20 000 euros qu'on met au chapitre 11 en plus proviennent donc de la délibération qui va suivre et qui, au niveau donc des assurances, les assurances s'avèrent plus élevées et plus chères que nous l'avions voté donc lors du vote du budget. Nous avions voté 160 000 euros par an et il s'avère que ça sera 170 000. Ensuite, 40 000 euros au chapitre 12, ça c'est pour recouvrir donc le salaire des apprentis essentiellement, de manière à pouvoir assurer avec sérénité la paye du mois de décembre. Tout ça est couvert par 60 000 euros donc d'autres recettes de fonctionnement que nous avons donc pu récupérer au cours de l'année. Puisque vous savez que quand on fait le budget, nous n'avons pas les chiffres définitifs donc des dotations. Et donc là, les dotations, on a eu les derniers montants et les bons montants. Donc nous pouvons couvrir par des recettes supplémentaires. Au niveau de la section d'investissement, là, il y a aussi un jeu avec deux délibérations différentes, puisque nous avons l'ADM qui vous parle donc essentiellement de 3 APCP. La PCP du numéro 3, numéro 12 de 2003, qui est la rénovation de l'éclairage public et de l'enfouissement des réseaux. Là, vous pouvez voir que globalement, ça s'équilibre, puisque à l'intérieur de cette AP, c'est seulement des mouvements, donc des mouvements de crédit que l'on récupère sur le 2315 et que l'on met sur le 2145, le 21534 et le 204412, qui correspond donc aux subventions de la part prise par la MEL. La dernière, je vais passer tout de suite donc à la 2303, qui est les frais d'études de la Fondation Ledoux. Donc là, c'est 35 000 euros que nous passons du 21-28 au 20-31. La troisième qui est modifiée, ce sont donc celles de la rénovation donc de la mairie. Et là, vous pouvez constater qu'il n'y a pas de jeu d'écriture interne, que ce sont tous des crédits supplémentaires. Certains petits, comme les frais d'études de 640 euros, il y en a qu'un qui est vraiment notable, c'est les travaux en cours au 23-13 de 175 000 euros. Globalement, les dépenses augmentent de 185 990 euros, dépenses qui sont couvertes entièrement par une subvention de l'ARMEL de 185 990 euros. Donc, au départ, on vous avait envoyé des documents qui
parlait d'une augmentation du chapitre 16 emprunt, mais comme nous avons eu une avance de la MEL sur cette subvention, nous faisons donc le mouvement au chapitre 13. Normalement, vous devez avoir une délibération modificative sur table. Merci, M. Sass. Y a-t-il des questions? Pas de questions. Qui est contre? Qui s'abstient? Merci. Vous avez parlé d'AECP, APCP. Nous allons parler de ça, M. Sass, maintenant. Donc voici la délibération qui modifie les AECP suite à la décision modificative. C'est plutôt la décision modificative qui résulte de la modification des autorisations d'engagement qui passe donc de 160 000 € annuels à 170 000 €. Est-ce que on vote les deux en même temps ou... Ça serait aussi bien. Ouais. Donc les APCP. Les APCP, donc là vous avez le détail des écritures qui sont passées, programme par programme, et ce qui redit exactement ce que je viens de vous dire pour la décision modificative. Y a-t-il des questions? Qui est contre ces deux délibérations? Qui s'abstient? Très bien. Madame Drollers, merci Monsieur Sass pour cette expertise budgétaire à nouveau. Madame Drollers, la parole est à vous. Nous allons mettre en place l'apprentissage de gestes au premier secours. Je vous laisse la parole. Merci Monsieur le maire. Oui, dans le cadre de sa politique citoyenne et de sensibilisation à la sécurité civile, la ville souhaite pouvoir organiser des formations premiers secours citoyens. Il s'agit du ex-PSC1. Il faut être âgé de au moins 11 ans. C'est une formation, quand elle sera proposée par la ville aux habitants, qui sera dispensée par un organisme ou des personnes agréées en tout cas, et qui permettra la délivrance d'un diplôme reconnu par l'État si le candidat valide sa formation. Habituellement, cette formation, qui peut être dispensée par les sapeurs-pompiers ou d'autres organismes, coûte environ 60 € par participant. Donc nous proposons aujourd'hui au conseil municipal de fixer une participation financière à tout habitant qui y participera, une participation de 20 € par personne inscrite. Il faudra naturellement qu'il y ait une inscription faite au préalable avec un règlement du montant auprès du guichet unique. Et nous avons souhaité, pour éviter que des personnes s'inscrivent et ne viennent pas, comme parfois ça peut arriver, il y a quand même une dépense qui est engagée par la ville, qu'il n'y ait pas de remboursement en cas d'absence, et en tout cas aussi qu'il y ait une facturation à l'inscrit non présent de la différence entre sa participation financière qui aurait été déjà perçue et le coût qui sera effectivement facturé par l'organisme à la ville, parce que comme je disais, c'est 60 € en moyenne, ça peut dépendre. Donc, si c'était 59, on ne facturait que 39. Voilà. Y a-t-il des questions, des remarques? Monsieur Deberg. Ouais, là, je voyais marqué qu'en fonction des places disponibles. Oui, c'est parce qu'en fait, les sessions se font souvent par 10 personnes à la fois, parce qu'en fait, il faut pouvoir... il y a beaucoup d'enseignements et de manipulations sur les mannequins, etc. Donc, c'est par 10 personnes. Donc, en fait, quand on ouvre les places, en effet, les personnes pourront s'inscrire. Et puis, quand on arrive à 10, on s'arrêtera à là. Pour l'instant, une session est prévue. C'est pour ça aussi qu'il est nécessaire de délibérer un tarif au mois d'octobre. Et ce sera pour les adolescents. Et donc après, au fur et à mesure des mois et des années, tout ce qu'on pourra mettre au budget, on espère pouvoir augmenter justement ce nombre de formations, en tout cas proposées, de sessions de formation, pardon. Ok, c'est une bonne chose. 2025. Y a-t-il d'autres questions ou remarques? Donc là, c'est que pour cette session d'octobre 2025. Non, il y en a une qui va être organisée en octobre et donc nous aurons un tarif, et pour les futurs, on se référera au même tarif. C'est pour ça qu'on a mis le coût de la formation qui est en moyenne. Là, c'est exactement le coût qui sera facturé par participant pour la formation d'octobre. Mais si on trouvait un autre organisme un peu plus ou un peu moins cher en fonction de ses disponibilités, voilà, on a cette marge de manœuvre. Mais en tout cas, la participation financière ne bougera pas de 20 €, sauf si c'était trop et qu'on devrait revoir notre tarif.
Ok, parce que là, vous mettez que vous inscrivez des crédits nécessaires. En fait, aujourd'hui, vous ne savez pas les crédits qui vont être nécessaires. Donc, vous ferez des changements de ligne ou entre deux, parce que Dans le budget, il est écrit, au budget ado, il y a 600 € de prévu pour une formation PSC1. Ça avait été 2025. voté dans le au budget budget. ado. Oui. Ça avait Mais été là, voté vous au parlez budget. des citoyens, de tous les adultes, c'est pour ça. C'est basique, hein, mais c'est une question quand même. Oui, non, mais en tout cas, la ligne budgétaire pour 2025, elle est bien là. Ce sera dans le budget de l'année prochaine, Madame Germain. Donc c'est bien Madame Germain qui posait la question. Je le précise, c'est juste pour le compte-rendu qui sera fait par Amandine. Y a-t-il d'autres questions ou remarques? Je vais mettre cette délibération au vote. Qui est contre? Qui s'abstient? La délibération suivante, Monsieur Witterbeck, concerne... C'est moi? Les lingots d'or, les lingots d'or, les lingots d'or. Ben, bien sûr. C'est pas dans l'ordre. Merci, Monsieur Witterbeck de la précision. Les lingots d'or, oui, effectivement. Vous vous souvenez, le 24 septembre 2024, nous avions accepté le don de 2 lingots d'or que nous avions, qui avaient été trouvés derrière l'église. 2 lingots d'or d'1 kilo chacun, et nous avions estimé à l'époque la valeur de ces lingots à 72 500 € pièce, ce qui correspond, c'est ça, 145 000 € pour les deux. C'était une valeur estimée à l'époque. La trésorerie nous a demandé de préciser le prix, le montant perçu pour la vente de ces 2 lingots. Ces 2 lingots étaient vendus pour la somme précise. Et donc, selon le cours de vente au moment où nous les avions vendus, c'était en décembre 2024 de mémoire, nous les avons vendus 151 340,31 €. Je vous demande donc d'accepter ce don et d'accepter la précision de 151 340,31 €, donc qui nous permettra donc d'acter précisément une délibération sur cette vente de lingots d'or. Est-ce qu'il y a des questions, des remarques? Monsieur Deberg. J'ai une curiosité. Qui est-ce qui les a achetés là? C'est un marchand de. Ça se place sur la place de la Bourse à Lille. Ah d'accord. C'est le comptoir de l'or, comptoir national de l'or. Ok, merci. Y a-t-il d'autres questions ou remarques? Qui est contre? Qui s'abstient? Merci. Monsieur Witterbeck, c'est à vous à présent. Donc vous allez nous parler autopartage. Merci, Monsieur le maire. Bonsoir à toutes et à tous. Dans le cadre des actions mises en place par la collectivité pour accompagner la transition écologique et conformément aux orientations du plan de déplacement urbain, la commune souhaite diversifier et renforcer l'offre de mobilité sur son territoire. À ce titre, une station d'autopartage a été mise en place en partenariat avec la société Lila Autopartage, exploitant du service Cities sur la métropole lilloise. Cette offre vient compléter les solutions déjà disponibles au sein du pôle mobilité du centre-ville, comme les bus, le Vélil, location privée de vélos à assistance électrique qu'on appelle VAE, trottinettes également à assistance électrique qu'on appelle TAE, les garages à vélo Illevia, ainsi que les stations de recharge pour véhicules électriques. 2 véhicules avaient été initialement implantés avenue de Robert Sarre, à proximité de l'abri vélo, un seul étant maintenu à ce jour à la suite de dégradation, comme certains ont pu le voir sans doute. À ce titre, d'ailleurs, je salue la réactivité de Lila Autopartage, qui a été très bon dans la gestion et l'enlèvement d'ailleurs de ce véhicule endommagé. L'expérimentation est prévue pour une durée de 1 an, afin d'évaluer l'utilité et la demande de ce service en centre-ville avant une éventuelle implantation définitive et un déploiement dans d'autres quartiers de la commune. Une demande de subvention à ce titre a été demandée d'un montant de 13 200 € par an par la société Lila Autopartage afin de couvrir les frais fixes liés à l'un des 2 véhicules, l'autre étant pris en charge directement par l'opérateur. Une convention de partenariat vous a été transmise sur les modalités d'expérimentation.
Il est proposé tout simplement au conseil municipal d'approuver la convention d'expérimentation de SASO d'autopartage entre Lila Autopartage et la commune et d'autoriser monsieur le maire ou son représentant légal à signer la dite convention. Merci, M. Villers-Bec. Y a-t-il des questions, des remarques? Madame Germain. Est-ce que vous avez déjà des retours d'autres villes qui l'utilisent, qui sont à peu près au même niveau de catégorie socio-professionnelle que nous? La ville de Saint-André l'utilise. Ça fonctionne bien, même très bien. Et ils ont doublé leur capacité d'installation. Ils ont installé deux nouvelles stations. Quartier Sainte-Hélène et rue Général Leclerc. Donc les 13 000 €, c'est que la première année en expérimentation. Et si ça fonctionne, l'année d'après, il n'y a plus de subvention de la ville. Techniquement, Séverine? Il y aura tout. Pour moi, techniquement, il y Bon, aura je tout. pense que c'est ça, ouais, effectivement. Là, on est dans le cadre d'une expérimentation qui fonctionne pour le coup. Alors, hormis la voiture qui s'est fait désosser la nuit dernière, mais sinon, ça fonctionne bien. Et l'objectif, on peut le rappeler, peut-être l'objectif de ce système, c'est finalement de faire les petits trajets du quotidien, faire ses courses et pouvoir éventuellement se séparer d'un véhicule. Les familles qui ont 2 véhicules, il y en a parfois, voire souvent, un véhicule qui reste au garage, il y a l'assurance, il y a les frais d'entretien, etc. Et l'objectif de ce service, c'est finalement de pouvoir se séparer de ce deuxième véhicule qui ne sert pas ou peu, et puis de pouvoir utiliser donc la voiture pour aller faire ses courses, faire des petits trajets. C'est sûr que ce n'est pas forcément intéressant pour la louer pour partir en vacances 15 jours. Ouais. Voilà, c'est une subvention d'aide au démarrage, Madame Germain. Monsieur Debergue. Donc le bilan de cet essai, ça sera pour quand alors? Donc ça sera, là on va lancer la convention au 5 octobre 2025, le temps que ça parte au contrôle de légalité de la préfecture. City s'est engagé à, je parle en votre nom, hein, monsieur Villers-Bec, excusez-moi, je vous laisse répondre, c'est vrai que je prends la parole, mais bon, j'y vais alors. Donc ça passe au contrôle de légalité, et puis City s'est engagé à nous fournir des statistiques une fois par an. Donc, on va dire courant septembre 2026, on aura des statistiques qui nous permettront de voir si on maintient le service, si on le développe ou si on l'arrête. Ok, merci. Est-ce qu'il y a d'autres questions, remarques? Je vais mettre cette délibération au vote. Qui est contre? Qui s'abstient? Alors, la délibération suivante concerne notre futur centre de supervision urbain, et c'est moi donc qui vais présenter cette délibération. Délibération donc qui fait suite à plusieurs textes qui ont été votés entre 2023 et aujourd'hui. Vous vous souvenez, on avait voté à l'unanimité la création d'une entente entre les 4 villes de Marquette, Saint-André, La Madeleine et Vambrochy. Entente qui va fonctionner selon une clé de répartition, donc pour beaucoup de sujets, des sujets notamment ressources humaines et matérielles. Clé de répartition qui dépend du nombre d'habitants de chacune des communes, du nombre de caméras qui sont installées sur les territoires communaux et sur le potentiel fiscal de chaque ville. Pour rappel, la clé de répartition se répartit comme suit. Pour la Madeleine, ça sera 35,97% de la prise en charge. Pour Marquette, 23,8% de la prise en charge. Saint-André, 21,97% des prises en charge. Et notre commune de Vambrochy, 18,26% des prises en charge. Ces pourcentages, naturellement, puisqu'ils sont dépendants du nombre d'habitants, du nombre de caméras, du potentiel fiscal, sont susceptibles d'évoluer à la hausse ou à la baisse pour chacune des villes. L'objectif étant, naturellement, d'optimiser les dépenses, qu'elles soient en termes de ressources humaines, en termes de gestion humaine et de gestion de matériel. La précision concernant cette délibération a été faite aux 4 communes. Cette demande émane une nouvelle fois de la trésorerie.
Et nous allons nous positionner sur une précision concernant le montant de l'enveloppe globale des dépenses d'investissement payées par la ville de Saint-André, puisque je vous rappelle que la ville de Saint-André est coordinatrice de la mise en place du futur CSU qui sera implanté à l'ancienne trésorerie. Donc la ville de Saint-André va avancer les frais et les villes de Vambrechy, la Madeleine et Marquette les rembourseront selon la clé de répartition que j'ai décrite tout à l'heure. Et la trésorerie nous demandait également de préciser la date de fin du groupement. Concernant les chiffres, je vais vous les donner, puisque ces chiffres, je vais les présenter aux personnes qui nous regardent, et je m'aperçois que je n'ai pas salué les personnes qui nous regardaient, donc 1000 excuses pour cela. Et donc ces chiffres sont les suivants, ils seront découpés en 5 thématiques. La première thématique concerne l'aménagement du CSU pluricommunal, du Centre de supervision urbaine pluricommunal. Donc cet aménagement va être concerné 2 lignes, l'achat de mobilier pour 35 000 et quelques euros et l'achat du matériel de vidéoprotection pour 43 600 et quelques euros. Il y aura également aussi tout ce qui est équipement de vidéoprotection du CSU pluricommunal, notamment la gestion des logiciels d'aide à l'analyse d'images à hauteur de 71 400 et quelques euros, les logiciels de vidéoprotection à hauteur de 55 630 euros, le logiciel pour gérer les mains courantes à hauteur de 23 600 et quelques euros, les matériels actifs à hauteur de 13 000, un peu moins de 13 800 euros, et puis les serveurs, c'est ce qui coûte un peu de sous, 115 900 euros. La troisième thématique concerne les réseaux, notamment le câblage global à hauteur de 37 300 et quelques euros et l'interconnexion des villes hors fibre pour 11 672 euros. Il y a également de la bureautique concernant du matériel informatique à hauteur de 2 931 euros. Et puis les prestations intellectuelles, l'assistance à maîtrise d'œuvre à hauteur de 40 000 euros, ce qui fait un total de 441 176,26 euros, donc qui seront décomposés selon la clé de répartition que j'ai énoncée tout à l'heure. Il y aura également, pour complément d'information, des dépenses qui seront propres à la ville, notamment le réseau fibre optique de la ville pour 13 000 euros, le serveur d'enregistrement pour 23 180 euros, la mise à jour de nos caméras pour 1 038 euros, la conformité en cybersécurité pour 2 076 euros, la modification de l'adressage IP pour 1557 euros, le déplacement du réseau existant vers le CSU pluricommunal à hauteur de 1 038 euros et la désinstallation de l'existant pour 1 816 euros. Tout ça pour demander des subventions, parce que c'est bien beau de payer en fonds propres, mais à côté de ça, nous, les services ont recherché des subventions, et on a eu l'accord aujourd'hui, Séverine, de la région. Donc la région va financer tout ce que je viens d'énoncer pour 15%, donc à hauteur de 6 556 euros, et la MEL pour 40% à hauteur de 17 483 euros. Si bien qu'il restera à la charge de la ville hors dépenses pluricommunales, donc un budget de 19 668 euros. Tout ça, naturellement, a été budgété sur les budgets que nous avons votés en mars. Y a-t-il des questions, des remarques? S'il n'y en a pas, Monsieur Deberg. Pardon. La date prévisionnelle de la mise en service de ce centre Alors, mars 2026, au pire. Au pire. Au pire. Et on est opérationnel dans tout, que ce soit dans l'humain, tout ce qu'on veut? Alors, pour le moment, j'ai envie de vous dire non à Vambrechy, puisque nous allons recruter un agent supplémentaire, justement pour répondre à la règle des 18,57% de la clé de répartition. D'accord. Y a-t-il d'autres questions ou remarques? Je vais mettre cette délibération au vote. Qui est contre? Qui s'abstient? Merci. La délibération suivante, Monsieur Lecourt, vous allez nous parler subvention.
Tout à fait, monsieur le maire. Si ça ne vous dérange pas, monsieur le maire, je vais passer la délib 2566 avec la 2567 Pas de problème. en même temps. Donc, délibération 2566, attribution des fonds actés 2 et chaîne 2 pour la réalisation du schéma directeur immobilier et énergétique, le SDIE. La ville a sollicité les fonds actés plus et chaîne 2 par le concours de la MEL. Celle-ci confirme la prise en charge du SDIE réalisé par la commune à hauteur de 69 706 € et 8 centimes pour un coût total d'opération de 116 176,80 €. 116 176 € et 80 centimes hors taxe, soit une prise en charge à hauteur de 60%. Concernant l'attribution du fonds acté 2 et chaîne 5 pour la rénovation thermique de l'école Jules Ferry, la ville a sollicité les fonds donc acté plus et chaîne 5 par le concours de la métropole européenne de Lille. Celle-ci confirme la prise en charge de la maîtrise d'œuvre pour le projet de rénovation thermique de l'école Jules Ferry à hauteur de 97 500 €, soit sur un montant total de 197 780 €, soit une prise en charge de 49%. Il est donc proposé au conseil municipal d'accepter les fonds accordés par Acté Plus et chaîne 5 et d'autoriser monsieur le maire et son représentant à signer la convention d'attribution entre la commune et la MEL. Voilà, monsieur le maire. Merci, monsieur Lecourt. Y a-t-il des questions, des remarques sur ces deux délibérations? Qui est contre? Qui s'abstient? Merci. Monsieur Lecourt, la parole est toujours à vous concernant la sobriété hydrique. La sobriété hydrique, autorisation de signature. Donc, à la suite d'audits de consommation effectués par ILEO, ILEO donc propose à la commune de Vambrechy d'établir des conventions de sobriété hydrique visant à la réduction des consommations d'eau potable sur plusieurs bâtiments publics. Les bâtiments publics sont l'école de Madame Sévigné, la salle Gilles-Alain Billet et le stade Cibier. Afin d'être en mesure de suivre les consommations en eau, il est nécessaire de relier les conventions à un point de distribution. Cela permettra de suivre les évolutions de consommation et d'évaluer l'atteinte des objectifs. Les objectifs sont de réduire de 15% la consommation d'eau sous 2 ans. Les 3 conventions distinctes sont donc proposées par ILEO. Il est donc proposé au conseil municipal d'autoriser monsieur le maire ou son représentant à signer les conventions de sobriété hydrique. Voilà, monsieur le maire. Merci, monsieur Lecourt. Peut-être préciser, si vous voulez bien, l'audit consommation aujourd'hui, l'objectif demain, et puis peut-être quelles actions seront mises en place sur... C'est écrit, de toute façon, les personnes l'ont... Alors que pour l'école de Madame Sévigné, le volume de consommation de référence de départ de plan d'action a été pris à 971 mètres cubes par an. Donc sur ces 971 mètres cubes par an, nous avons l'objectif de diminuer de 15% sur les 2 ans. Concernant la salle Gilles-Alain Billet, la référence du mètre cube est de 1301. Donc le but est aussi de descendre de 15% cette consommation d'eau sous 2 ans. Et concernant le dernier bâtiment qui est le stade Cibier, le volume de consommation de référence au départ du plan d'action a été pris à 2532 mètres cubes. Donc pour cela, effectivement, les actions qui seront mises en place dans ces 3 bâtiments, c'est des vérifications de mousseurs, des réglages des temporisations et suivi des robinets mitigeurs, les remplacements chasse d'eau mono-commandes par des doubles commandes. On devra aussi nommer un référent économie d'eau. On devra optimiser l'utilisation du télérelève et suivre effectivement les consommations d'eau via par le site ILEO pour déceler plus rapidement les fuites qu'on pourrait avoir sur ces 3 bâtiments. Voilà, monsieur le maire. Merci, monsieur Lecourt.
Au moins, c'est précis. Y a-t-il des questions, des remarques? Qui est contre? Qui s'abstient? Merci. Monsieur Sass. Il y avait un transfert de compétences donc, du golfe de Ronchin vers la Melle et le CLECT s'est réuni. Voilà. Bon, cette CLECT se réunit à chaque fois qu'il y a donc soit une adhésion supplémentaire, soit la reprise d'activités ou de golf comme aujourd'hui par la MEL, considérant que c'était un intérêt métropolitain de récupérer au sein de la MEL le golfe de l'île métropole. Il était géré par un CIVU qui reprenait quatre communes. Vous avez eu le détail, mais bon, moi je me suis contenté de ressortir 4 diapos sur le diaporama global qui était intéressant puisque tout le reste raconte un petit peu la façon dont cette CLECT calcule donc les charges transférées. Donc c'était un CIVU composé de Lille, les Aisnes, Ronchin et les Quins. Donc bien entendu, c'est Lille qui avait la plus grosse partie donc, de la répartition. Et le bilan que vous pouvez retrouver vers la fin, sur la page 10, le bilan réel donc, de ce golf, quand vous regardez les dépenses de fonctionnement sur 3 ans, elles s'établissent aux alentours de 200 000 € pour le 2022 et aux alentours de 130 000 pour 2023 et 2024, ce qui donne une moyenne actualisée de 164 000 €, alors que les recettes réelles de fonctionnement s'établissent aux alentours de 400 000 € pour les 2 premières années et de 320 000 € pour la dernière année. Alors bien entendu, quand on parle de transfert de charges, là, ce ne sont plus tout à fait des charges, c'est plutôt donc des recettes et des produits. Mais malheureusement, il s'avère que ces transferts, aucune charge ne sera retenue sur l'attribution de compensation de notre commune. Ça, c'est une bonne nouvelle qui ne nous retire rien, mais enfin, j'aurais espéré qu'ils pourraient nous donner quelque chose. Mais bon, c'est pas ce qu'ils ont fait. Y a-t-il des questions? Donc je vais mettre cette délibération au vote. Qui est contre? Qui s'abstient? Alors, la dernière délibération donc, concerne... je vais laisser la parole à M. Spadavecchia, qui est le chef de file maintenant d'une opposition de 4 personnes. Merci, monsieur le maire. J'en profite également pour saluer le public et saluer les gens qui nous suivent sur Internet. Chantal de France et Olivier Mutez nous rejoignent. Nous nous en félicitons, Tony Dossi et moi-même. Nous partageons les mêmes valeurs, notamment en termes de respect des promesses faites aux habitants, de souci de la préservation d'un cadre de vie sûr et apaisé, ou encore de besoin de solidarité nouvelle. Nous sommes animés par la même volonté de mettre en place pour la ville une réelle démocratie participative permettant à chacun de faire compter sa voix. Voilà, nous allons travailler ensemble au sein du Conseil. Merci. Donc le fait qu'il y ait des mouvements d'opposition, vous l'aurez compris, il y a également du coup des missions dans les commissions. Et donc les commissions, donc M. Spadavecchia, vous me confirmez bien que vous ne voulez intégrer aucune des commissions? Je vous le confirme, merci. Voilà, donc vous avez derrière moi à l'écran donc la composition des commissions. Je ne vais pas vous la lire. Il y a 8 commissions. Donc je vous rappelle que les commissions sont faites justement pour discuter un petit peu de tout ce qui se fait dans les conseils municipaux. Donc elles rassemblent des conseillers municipaux donc de la majorité et de l'opposition. Et c'est dans ces commissions où chacun et chacune peut prendre la parole pour faire évoluer un petit peu, justement, vous parliez de démocratie. La démocratie, elle parle dans les commissions. Voilà, donc vous avez à l'écran donc la composition de ces commissions. Est-ce que c'est OK pour tout le monde?
Excusez-moi, monsieur le maire, je ne comprends pas bien. C'est pas obligatoire d'aller aux commissions ou en tout cas Non, c'est chacun libre de pouvoir ou vouloir exprimer des choses, de dire, enfin, voilà. D'exprimer son accord ou son désaccord. Enfin, c'est comme ça. Voilà, donc nous allons maintenant passer aux questions justement de l'opposition. Donc vous avez vu qu'habituellement, en début de conseil, je fais toujours une information et les informations que je voulais donner, je vais profiter de ces questions. Allez-y, je vous écoute. Ah oui, pardon, merci Madame Germain. Vous avez complètement raison. Il n'y a pas de vote, si? Si, bien sûr qu'il y a un vote. C'est pour voir si on suit? Bah, pas du tout, vous avez raison de me reprendre. Merci, monsieur Debirac. Qui est contre donc cette délibération 2570? Qui s'abstient? Merci. Voilà, allez-y. Vous voulez pas poser les questions? Ah pardon, excusez-moi. C'est Madame Chantal de France qui va poser la première question. Très bien. Monsieur le maire, nous avons été interpellés par des habitants de la rue du Vent-de-Bise qui s'inquiètent à juste titre de l'installation prochaine de 4 points d'apport volontaire devant leurs appartements et, pour tout dire, juste sous leurs fenêtres. Outre le fait que ces containers vont générer des nuisances sans doute importantes, ils ne comprennent pas que l'on supprime par cette installation des places de parking pourtant nécessaires. Ils ne comprennent pas non plus, alors qu'ils disposent dans leurs immeubles d'un local poubelle et que les containers sont sortis sur la voie publique en temps et en heure, la raison pour laquelle on leur impose ce choix. Nous ne comprenons pas non plus les raisons d'une telle installation. Faut-il y voir la volonté de Vilogia de se délester de ce service pour ce qui concerne les immeubles qu'elle gère tout à côté, ou un recul de la MEL quant au service de ramassage des déchets, ou plus probablement les deux? Merci, monsieur le maire, de votre réponse. Merci pour votre question. Donc je vais y répondre et je vais m'appuyer sur cette question pour parler un petit peu de ce qui va se passer au niveau de la requalification de la rue du Vent-de-Bise, puisqu'il s'agit de ce quartier. Donc depuis 2020, quand nous avons été élus, nous avons tout de suite mis en place une réflexion sur le devenir de ce bâtiment E, négocié. Donc le bâtiment E, pour le situer, c'est ce bâtiment qui se situe sur l'ancien parking qui appartenait à Vilogia, ça il faut le rappeler, hein. Et donc pour lequel un permis de construire avait été signé en mars 2020, voilà, donc dans l'entre-deux-tours des municipales. Et donc je vous rappelle que le deuxième tour des municipales s'est fait en juillet et on n'avait plus beaucoup de possibilités de recours sur ce permis qui était finalement qui avait atteint sa maturité. Donc nous avons quand même réfléchi avec Vilogia sur ce parking, sur le devenir de ce parking, donc, et sur le bâtiment qui est né et qui a bien poussé maintenant, qui devait comporter 28 logements. Vous remarquerez qu'aujourd'hui, il n'en comporte plus que 24. Donc ça, c'est des négociations qui ont été âpres avec le bailleur, mais néanmoins, on a réduit de 14, de moitié la voilure du nombre de logements au niveau de ce bâtiment E. Bâtiment E qui s'est construit à partir de 2024 et qui là est en passe de se construire. Et naturellement, il était hors de question pour moi de refaire la rue du Vent-de-Bise pendant qu'il y avait des travaux, au risque naturellement de dégrader la chaussée qui venait d'être refaite. Donc, dans un souci de volonté de bonne gestion des deniers publics, nous avons concerté avec les services de la MEL pour repousser au plus loin possible la réfection de cette voirie. Réfection de cette voirie, maintenant, il est temps de le faire puisque le bâtiment arrive au terme de sa construction. Et nous avons travaillé avec les services de la MEL et Vilogia sur un document cadre qui est la charte métropolitaine des espaces publics. J'en ai déjà parlé lorsque nous avions voté le PLU, hein, souvenez-vous. Et cette charte des espaces publics, elle cadre toutes les réhabilitations de voiries au niveau de la MEL.
Et je ne vais pas revenir puisque je l'avais déjà présenté un précédent conseil métropolitain, mais globalement, elle permet de sécuriser les espaces publics, de travailler justement sur la desserte des camions poubelles pour faire en sorte que ce soit sécurisé, de verdir l'espace et puis de travailler sur l'intermodalité voiture, quand c'est possible, transport en commun, piétons naturellement et cyclistes. Donc là, concernant la rue du Vent-de-Bise, il y avait plusieurs enjeux. Le premier enjeu était un enjeu sécuritaire avec la création d'un vrai cheminement piéton aux normes PMR et la mise aux normes, pour parler de personnes à mobilité réduite, également la mise aux normes des places de stationnement, puisque depuis maintenant 5 ans, cette voirie est très très dégradée, de même que les trottoirs, et puis l'espace public est devenu un lieu de stationnement qui est complètement anarchique. Il est grand temps maintenant donc de rétablir une circulation normale et un stationnement normal dans ce quartier. Enjeu sécuritaire qui sera également porté par la mise en place d'une vidéoprotection à l'entrée du côté de la rue de Quesnoy et à l'entrée de la rue du Pont-Levis. Il y a également un enjeu qualité de vie et là on y vient Madame de France pour répondre à votre question, puisque l'enjeu qui porte sur la qualité de vie sera, donc je l'ai dit tout à l'heure, une organisation d'une offre de stationnement qui sera bien plus organisée, et puis l'implantation non pas de 4 points d'apport volontaire devant les personnes que vous venez de mentionner, mais de 3 points d'apport volontaire, tout flux, verre, ordures ménagères résiduelles et emballage vide et papier. Et puis il y aura également 2 autres points d'apport volontaire qui seront placés du côté de la rue de Quesnoy, comme je le disais tout à l'heure. Il y a également un enjeu environnemental puisque, conformément à la charte des espaces publics, la réhabilitation de la voirie du Vent-de-Bise verra la création de massifs végétalisés et l'implantation de luminaires à LED, ce que nous faisons maintenant depuis 2020 dans toutes nos rues de toute façon. Concernant la création de ces massifs végétalisés, il y en aura un, Madame de France, qui sera au pied des points d'apport volontaires de manière à masquer complètement, et ça a été dit dans la réunion publique que j'ai organisée le 17 septembre, ça a été dit, expliqué aux personnes qui étaient là. Donc il y aura un massif qui sera planté avec un mur végétal d'1,80 m de haut pour masquer ces points d'apport volontaires. Donc il n'y aura aucune nuisance ni visuelle ni sonore, puisque en plus d'être entourés de végétaux, ces points d'apport volontaires seront enterrés. Aujourd'hui, il faut voir que cette opération au niveau de la rue du Vent-de-Bise, c'est une opération qui a été concertée avec la ville, avec la MEL, avec Vilogia. Une opération qui a été inscrite au plan pluriannuel d'investissement. Donc, je tiens ici à remercier la métropole européenne de Lille, sans qui l'aménagement de l'espace public ne serait pas possible. Cette opération répond à un intérêt général et pas un intérêt individuel. Et ça, c'est important de le souligner. Les points d'apport volontaires vont répondre à tout un espace de personnes. Alors, effectivement, parfois, ça peut être ennuyeux, mais sachez qu'à chaque fois qu'il y a un ennui, on fait tout en sorte de pallier les troubles. Et ici, donc, je le répète, nous aurons un mur végétalisé devant ces points d'apport volontaires. Ça répond aussi à un enjeu sécuritaire et un enjeu d'accessibilité, puisque vous pouvez le voir sur les photos, Madame de France, les poubelles aujourd'hui sont placées dans l'espace public de manière complètement anarchique. Et l'objectif est bien d'enlever toutes ces poubelles de l'espace public. Vous savez, moi je suis cycliste et régulièrement, vous voyez, quand je passe, il y a des poubelles sur la piste cyclable et ça me met en danger parce que cette piste cyclable, elle est à contresens. Donc là, elle sera matérialisée en rouge, elle sera bien plus sécuritaire. Mais aujourd'hui, cette piste cyclable, elle m'oblige à emprunter la voirie à cause des poubelles. Et bon, quand c'est moi, à la limite, vous allez dire c'est pas bien grave, mais quand c'est une maman qui se promène avec son enfant ou une grand-mère qui se promène avec son petit-fils sur la chaussée, c'est bien plus dangereux. Et donc, le fait d'avoir des points d'apport volontaire va répondre à ce souci sécuritaire. On est bien là dans une opération qui va proposer un cadre de vie
bien plus apaisé qu'il ne l'est aujourd'hui, conformément aux photos que vous pouvez voir en illustration, et qui va apporter un cadre de vie bien plus propre, puisque si vous regardez ici les poubelles, c'est vraiment quelque chose qui ne donne pas forcément envie d'y passer. Contrairement à ce que vous dites, le service de collecte des ordures ménagères sera modernisé via la pose de ces points d'apport volontaires. Et je le répète, nous allons poser des rideaux végétalisés pour séparer les points d'apport volontaires du trottoir et de la vue des riverains. Voilà, Madame de France, je vous laisse la parole pour poser votre deuxième question. Monsieur le maire, je voulais vous interpeller. C'est 14 logements dans le bâtiment E et non 24. J'ai dit 14 ? Non, vous avez dit 24, monsieur le maire. J'ai dit 24 au départ, 28 au départ et 14 aujourd'hui. Bon, alors merci Monsieur Witterbeck de m'avoir corrigé sur ce point. Je vous laisse poser votre deuxième question. Merci. Lors de la commission travaux le 16 septembre dernier, vous avez fait état de votre décision de placer le parking de Robert-Sarre en zone bleue, du lundi au vendredi, avec pour corollaire la mise en place d'une redevance annuelle de 35 € pour, si nous l'avons bien compris, les riverains des rues classées en zone bleue du centre-ville, les commerçants, eux, étant exclus de ce processus. Nous nous interrogeons sur l'égalité de nos concitoyens face aux services publics. Vous avez en effet décidé de faire payer les riverains, alors que l'ensemble de la zone bleue du centre-ville n'est en aucun cas payante. Ces riverains, qui de plus vont payer sans être certains de pouvoir se garer. Ne pensez-vous pas que cette discrimination est pénalisante? Vous avez décidé que le parking de Robert-Sarre serait placé en zone bleue du lundi au vendredi, ne visant par cette mesure que les voitures dites tampons qui stationneraient toute la journée sur le parking. Mais avez-vous réfléchi à l'afflux de voitures le week-end, voitures de non-Ambrositins pour la plupart, qui pourront rester la journée entière? Avez-vous mené une réelle étude d'impact sur les usages actuels du parking de Robert-Sarre? Et si oui, pourriez-vous nous en communiquer les résultats? Enfin, mais vous le savez bien, nous ne pensons pas que c'est ainsi que vous réglerez les problèmes de stationnement en centre-ville. Merci, monsieur le maire. Merci, monsieur Spadavecchia. La parole est à monsieur Witterbeck qui va vous répondre. Merci, monsieur le maire. Merci pour cette question. Alors, tout d'abord, le pourquoi. Tout simplement, suite à une rencontre déjà avec les commerçants, suite à une rencontre également avec les riverains, et suite à une étude métropolitaine. Pour rappel, 378 places aujourd'hui recensées dans l'hypercentre, 93 en zone bleue, 224 en aire publique, c'est-à-dire le château, la distillerie, l'hôtel de ville, le Vente-Bise, 37 réservés PMR, taxis et autres. La zone bleue aujourd'hui est active du lundi au vendredi, de 9h à 19h, sans macarons résidents. À ce jour, il y a une rotation correcte, mais une présence de véhicules ventouses, notamment sur le parking de Robert-Sarre. Enquête usagée sur 341 passants sur 980 véhicules comptabilisés. 54% sont venus en voiture, 22% sont à pied, 10% à vélo. Motifs divers, loisirs, tourisme, habitudes fréquentes. 83% des automobilistes utilisent l'aire du château. L'aire de l'hôtel de ville est sous-utilisée encore à ce jour. Des préconisations à court terme, moyen terme, et on va dire en mode doux. Court terme, contrôle et verbalisation en zone bleue et rue sensible. Améliorer le jalonnement vers l'hôtel de ville qui est sous-utilisé encore à ce jour. À moyen terme, étendre la zone bleue, notamment sur le parking du château, activer la zone bleue le samedi de 9h à 19h. Mode doux, développer le réseau cyclable et renforcer le stationnement vélo, remplacer les pince-trous, les arceaux à vélo et les abris à vélo. Sécuriser les emplacements sur le bord de Dole. Conclusion de l'enquête, pas besoin de créer de nouvelles places, mais réorganiser aujourd'hui l'existant. Les clés, le contrôle du stationnement, l'extension par le renforcement de la zone bleue,
une meilleure orientation vers les aires disponibles et un développement des mobilités douces. L'objectif, tout simplement, préserver l'accessibilité, l'attractivité du centre-ville, malgré l'arrivée de nouveaux projets et la suppression de certaines places. Merci, Monsieur Witterbeck. Ainsi clôt ce conseil municipal qui a duré 53 minutes. C'est un record. Mesdames et messieurs, il me reste à vous saluer. Madame, vous êtes pour, madame, madame? Il me reste à vous saluer. Personnes nombreuses dans le public, personnes qui nous ont visionnés sur les réseaux. Mes chers collègues, madame Delbecq nous dit qu'il y a des signatures. Et naturellement, comme à chaque fois, je tiens à remercier toutes les personnes qui ont gravité autour de l'organisation de ce conseil. Je tiens à saluer monsieur Delcroix qui est arrivé pour faire un article dans La Voix du Nord. Monsieur Jean et madame Lemire qui nous ont assuré la traduction, madame Van Kortenbosch naturellement et vos services, monsieur Van Outrive, madame Delbecq, monsieur Boulan, monsieur Villarbal pour la logistique, madame Depeau qui assurera le compte-rendu, monsieur Razemont qui a assuré la diffusion de ce conseil municipal. Et j'ai oublié quelqu'un, madame Van Kortenbosch, je ne pense pas, mais en tout cas, un grand merci. Je vous dis à bientôt le 16 décembre pour notre prochain conseil municipal. Je vous souhaite une bonne soirée.